Bonjour à tous, bienvenue Thierry Breton. Merci d'être mon invité ce matin dans le Face à Face, ancien commissaire européen au marché intérieur. Dans un instant, vous nous direz comment, à vos yeux, l'Europe peut faire pour essayer d'éviter les 30% de droits de douane que Donald Trump souhaite nous imposer à partir du 1er août. Mais vous avez été aussi ministre de l'économie. Vous avez donc un œil qui est particulièrement avisé sur le plan d'économie qui a été proposé ces derniers jours par le Premier ministre François Bayrou, qui veut trouver 43,8 milliards d'euros d'économies dès l'an prochain. Est-ce que, comme Édouard Philippe, vous considérez que ce n'est qu'un plan d'urgence et qu'il n'y a pas de réelle transformation structurelle? Ou au contraire, est-ce que ce plan d'économie trouve grâce à vos yeux? Il faut remettre les choses en perspective, si vous le permettez. La présentation du budget, c'est un moment très important pour la nation. C'est un rendez-vous entre le chef du gouvernement et nos concitoyens, nos compatriotes. Mais aussi, évidemment, l'Assemblée nationale et le Parlement. Donc c'est un moment, Guillaume Darey, politique. Et c'est rien d'autre. Alors aujourd'hui, on entend les uns et les autres réagir comme si le budget était déjà fait et qu'il allait impacter positivement ou négativement nos vies. Non, c'est un moment politique. Et il faut toujours le lire comme cela. Et alors le signal politique qui est envoyé, comment vous le jugez? Voilà, effectivement, je pense ce sur quoi il faut s'arrêter. François Bayrou a réussi ce moment politique parce qu'il a voulu envoyer un signal et que ce signal, évidemment, il provoque les réactions, je crois, qu'il escomptait. Quel est ce signal? Ce signal, c'est un signal, on en parle assez souvent, Guillaume Darey. C'est le fait que la France est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire pour maintenir ce à quoi nous sommes tous collectivement tant attachés, notre modèle social. En d'autres termes, l'État-providence, qui a été notre État, et depuis quand? Depuis le Conseil national de la résistance en 1943, lorsqu'on s'est préparé à reconstruire la France, et avec précisément ce magnifique projet, qui était ce projet de vivre ensemble, et une capacité à mettre ensemble nos ressources pour nous protéger mutuellement. On était à l'époque à une croissance qui était entre 4 et 5%, une démographie galopante, avec des mêmes chiffres. C'était il y a 70 ans. Ça veut dire quoi? L'État-providence, c'est terminé? Ça veut dire que l'État-providence, on peut plus se le payer comme ça. Il faut donc maintenant s'asseoir autour de la table et voir les éléments qu'il va falloir ensemble commencer à modifier pour préserver l'intégrité du modèle social. Vous savez, on dépense collectivement. Il faut vraiment que nos téléspectateurs aient les chiffres en tête. On dépense collectivement 1700 milliards pour faire fonctionner précisément l'ensemble de notre attractivité, la machine France, j'allais dire, si vous permettez cette expression. 1700 milliards. Le fonctionnement de l'État, c'est 350 à 380 milliards. Le fonctionnement de l'ensemble de notre sphère sociale, notre vivre ensemble, c'est 1000 milliards. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on peut penser, je discute avec les gens quand je vais les rencontrer. Ah mais l'État prend tout. L'État, c'est un tiers de ce qu'on dépense pour notre vivre ensemble, le fameux État-providence. 1000 milliards contre 350 milliards. Les 350 milliards, c'est les professeurs, l'armée, les juges, la police, l'ensemble de l'appareil d'État. 1000 milliards pour évidemment l'ensemble de nos retraites, mais aussi le vivre ensemble social. L'ancien président de la République, François Hollande, juge ce matin dans les colonnes de nos confrères du Monde que c'est un plan, je cite, injuste et déséquilibré parce qu'il ne touche que les salariés, dit-il. Oui, alors on va évidemment avoir maintenant les uns et les autres qui vont s'exprimer. C'était fait pour ça. Et si on s'arrête... C'est un plan injuste à vos yeux? Mais c'est pas d'abord, c'est une proposition de budget. Et alors les propositions? Mais on connaît parfaitement et chacun va se remettre sur ses clivages qui confortent leur propre ligne politique. Est-ce que vous les jugez juste ou injustes, ces propositions? Mais je les juge nécessaires dans le message qu'ils envoient. Arrêtons-nous une seconde, si vous le permettez, sur ce message. Lorsque, par exemple, le Premier ministre a dit qu'il veut supprimer 2 jours fériés. C'est une bonne idée? C'est un sujet qui fait controverse, c'est le moins qu'on puisse dire. Quel est le message qu'il envoie derrière? C'est le fait que nous sommes le pays d'Europe qui travaille le moins et qu'il faut travailler plus, pas uniquement du reste dans la semaine, mais dans la durée. C'est pas forcément le sentiment qu'ont les Français qui nous regardent. Ils n'ont pas ce sentiment, mais c'est une réalité. Ils considèrent qu'ils travaillent suffisamment. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est une réalité. Et donc, il faut évidemment l'en tenir compte. Mais globalement, on rentre plus tard que les autres dans l'activité. On en sort plus tôt. La durée de vie au travail, c'est la durée de travail. C'est dans son ensemble qu'il faut le voir. Et c'est vrai qu'on travaille, en gros, un peu 10 à 15% de moins que la plupart de nos
partenaires européens. Eh bien, on peut pas, encore une fois, ce modèle social, cet État-providence, il se finance en partie sur le travail que nous produisions, on envoie un message, il faut produire un peu plus, toujours pareil, pour se financer, se donner les moyens de préserver notre modèle social. Alors on verra bien, c'est des propositions. Alors il y en aura peut-être d'autres. J'ai entendu, c'est toujours pareil, on discute un peu avec les uns et les autres, et certains me disaient, mais finalement, bon, ok, on a compris, il faut qu'on travaille plus, mais on est d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on rediscute pas des 35 heures au lieu de nous prendre... C'est des sujets, donc vous voyez bien que les gens... C'est ce que dit le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, dit laissons les entreprises, les salariés s'organiser comme ils veulent. Vous voyez donc bien qu'il a ouvert un débat qui est un débat, je n'ai pas peur de le dire, nécessaire. Et on va pas le répondre, pardon, j'ai beaucoup de respect pour les anciens présidents de la République, mais on va pas répondre à ce débat aussi existentiel en disant il faut faire payer les uns et moins payer les autres. C'est plus, pardon de le dire comme ça, mais c'est vraiment plus à la hauteur du problème. Autre sujet, il nous dit, le Premier ministre, encore une fois, ça va être à discuter, qu'il faut peut-être qu'on revoie, on a 5,8 millions de fonctionnaires. Il propose que dès l'an prochain, 3000 fonctionnaires en moins, et à partir de 2017, un départ sur 3 ne serait pas remplacé. Un départ sur 3, donc il faut faire, un départ sur 3. Alors, où d'abord, dans quelle fonction publique? On en a 3, on le sait. Il y a la fonction publique d'État, 2,5 millions de fonctionnaires. Il y a la fonction publique hospitalière, 2 millions de fonctionnaires. Et puis, il y a la fonction publique, 1,2 millions. Et la fonction publique, évidemment, territoriale, 2 millions. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Est-ce que finalement, il faut qu'on regarde, est-ce qu'on a peut-être un peu trop de fonctionnaires territoriaux? Encore une fois, il ne s'agit pas de les renvoyer, il s'agit de dire, on va s'inscrire, et s'inscrire dans quoi? Dans la durée. Et c'est le deuxième message. Vous avez l'impression que c'est un plan dans la durée, là, ou c'est pas plutôt un plan d'urgence? Mais il n'y a pas de plan d'urgence. Guillaume Darré, quand on a comme durée de vie la bonne volonté des uns et des autres de les censurer, je dirais, nuitamment, la durée de vie, elle est extrêmement limitée. C'est d'ailleurs ce que dit Marine Le Pen, je vous arrête un instant, qui dit dans les colonnes de nos confrères du Parisien ce matin, qu'en l'état, il est impossible pour le Rassemblement national de ne pas censurer ce gouvernement. En l'état, dit-elle. Donc il faut toujours lire en politique. En l'état, ça veut donc dire qu'elle est prête à discuter. Et ça, c'est ce qui va se passer. Et maintenant, les petits cailloux qui ont été semés, il faut qu'on fasse attention dans les dépenses de santé, le remboursement des médicaments. Est-ce que ça doit être à 100%? Est-ce qu'il faut qu'on soit un peu plus raisonnable? Et le doublement, par exemple, de la franchise des médicaments. Le doublement de la franchise de 50 à 100. Les Français, pareil, disent, c'est toujours dans notre poche qu'on vient chercher? Quand on est à tout gratuit, c'est pas vraiment dans notre poche. Donc il faut, là encore, se remettre, je le redis, est-ce qu'on peut être le seul pays du monde pour faire fonctionner notre État-providence? On crée cette année combien de dettes, Guillaume Darré, pour faire fonctionner notre État-providence? 180 milliards de dettes supplémentaires. L'année prochaine, avec ces efforts qui sont proposés, on créera encore, tenez-vous bien, 133 milliards de dettes supplémentaires. Et alors, on va continuer comme ça combien de temps? Eh bien voilà, il faut maintenant qu'on s'assoie et qu'on prenne toutes les têtes de chapitre qui ont été couvertes par ces mesures symboliques, qui sont des mesures à discuter, pour pouvoir se mettre ensemble et engager une réflexion. Et je le dis, c'est pas sur un an, pardon. J'entends certains anciens premiers ministres qui disent ça ne répond pas. Qui juge que c'est pas structurel. Mais considère que c'est au moment de la présidentielle qu'il y aura ce type de débat, parce que la situation politique ne le permet pas actuellement. Mais il a raison, sauf que qu'est-ce qu'on fait pendant les 2 ans qui viennent? Eh bien, François Bayrou a décidé, lui, de mettre, je suis pas là pour le défendre, mais j'ai bien lu ce moment politique, parce que j'ai présenté moi-même des budgets aussi, évidemment en tant que ministre des Finances. Donc sur ce moment politique, il nous invite à réfléchir sur le fait qu'on est dans une situation qui est devenue, je le dis aux Français, intenable, et donc il faut le voir. Parce que vous savez, il y a un message très simple que moi j'entends partout en Europe, mais aussi dans le monde. Un pays qui ne compte pas, c'est un pays qui ne compte plus. Or la France aujourd'hui, c'est le dernier pays européen en matière d'endettement et de déficit. Elle est donc vue comme un pays qui ne compte pas. On voit que la ministre du Travail a aussi avancé une proposition qui fait bondir certains ce matin, c'est le fait de pouvoir monétiser la 5e semaine de congés payés. Certains y voient un renoncement à la 5e semaine de congés payés décidé en 1982 par le gouvernement de Pierre Mauroy. Dans le moment politique que nous sommes, les idées vont fuser. Et évidemment, on invite, et le Premier ministre invite, tous ceux qui ont évidemment des idées à les présenter. L'objectif, croyez-moi, de réduction de 40 milliards, ce qui peut paraître gigantesque, mais je le redis, au regard des 1700 milliards que nous dépensons collectivement pour notre vivre ensemble, si on n'est pas capable de trouver un consensus pour ces 40 milliards,
alors on peut être inquiet pour notre pays. Thierry Breton, ces choix budgétaires se font dans un contexte international qui reste particulièrement incertain. Donald Trump menace d'imposer des droits de douane à hauteur de 30% sur l'Union européenne dès le 1er août prochain. Est-ce que c'est encore possible de l'éviter et comment? Mais c'est une nécessité absolue. Mais c'est une nécessité absolue. Nous avons confié, nous, les 27 États membres, notre capacité de négocier les problèmes de commerce internationaux à la Commission pour une raison très simple, Guillaume Daré. On est plus fort à 27 que tout seul lorsqu'il s'agit de faire des rapports de force. Pour l'instant, on n'est pas plus fort. Eh bien, c'est tout le sujet. Et c'est effectivement la Commission qui a délégation exclusive et compétence exclusive pour ce faire. Souvenez-vous, on devait trouver un accord à 100 jours, on l'a pas trouvé. Ensuite repoussé au 9 juillet, on l'a pas trouvé. Et maintenant, on est au 1er août, et au lieu d'avoir 10% de droits de douane comme les Anglais l'ont, 20% comme ça nous était annoncé, on est maintenant passé à 30%. Pourquoi les Britanniques ont réussi à trouver un accord là où nous avons échoué? Eh bien, c'est une excellente question, parce que les Britanniques ont considéré que cette négociation, c'est aussi ce que je crois moi-même, c'est une négociation qui n'est pas technique, et on ne doit pas être mené par des technocrates, c'est une négociation politique. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'ont fait les Britanniques? Ils ont demandé à monsieur Peter Mandelson, qui est l'ancien commissaire britannique européen, qui est l'un des plus fins hommes politiques britanniques, l'un des meilleurs négociateurs qu'ils aient, de négocier, ils l'ont même nommé ambassadeur à Washington pour ce faire, de négocier avec une petite équipe uniquement de politique pour aller négocier politique, parce que qu'est-ce que fait Donald Trump? Donald Trump, pardon de le dire comme ça, il fait pas de l'économie. Ça serait, je pense que s'il faisait de l'économie, il ferait sans doute pas ça. Il fait de la politique. Et de la politique basée sur des rapports de force. Et nous, qu'est-ce qu'on envoie à Bruxelles? Des équipes qui sont très dignes, respectables, de techniciens. Certains même les qualifient de technocrates. Je préfère le terme de technicien. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que vous êtes poli. Des techniciens vis-à-vis des politiques, ça gagne jamais. Donc il faut maintenant, dans les 15 jours qui viennent, que nous envoyions à Bruxelles, faisons ce qu'ont fait les Britanniques. Ils ont réussi de conclure leur accord en 15 jours, eh bien nous avons 15 jours. Il est temps maintenant, pour nous, de faire de la politique et donc des rapports de force équilibrés, bien entendu, pas hégémoniques, avec Donald Trump, et on trouvera un accord. Mais si on ne change pas de braquet, alors je suis inquiet. Qu'est-ce qui fonctionne avec Donald Trump? La confrontation ou la négociation? Mais c'est un ensemble. Si ça se savait, si on le savait, on serait tous beaucoup plus tranquillisés. C'est bien Donald Trump. Oui, eh bien, encore une fois, il respecte d'abord celles et ceux qui ont des convictions fermes, qu'il les exprime, et il voit jusqu'où il peut aller. Un peu, je dirais, comme tous ceux qui ont des comportements, et c'est pas injure que de le dire, un peu autocratiques. Voilà, donc il fait les rapports de force, et si en face de lui, il a une entité qui passe son temps à se coucher pour ne pas donner le sentiment de vouloir la confrontation, eh bien il continue. Voilà, c'est des rapports de force. Alors, je vais pas faire de psychologie de comptoir, mais c'est quand même la logique dans laquelle il nous entraîne. Nous sommes le deuxième plus gros marché au monde. Nous sommes le premier partenaire commercial des États-Unis avec plus de 1500 milliards, excusez du peu, d'échanges. Quels seraient d'ailleurs les pays les plus impactés si au 1er août, dans l'Union européenne, il y a 30% de droits de douane imposés par les États-Unis? D'abord, on sera tous impactés. Les États-Unis aussi, par parenthèse, parce qu'évidemment, derrière, il met des droits de douane, mais c'est le consommateur américain qui va payer. Donc, ça va générer de l'inflation aux États-Unis, mais aussi ça va faire baisser la croissance. Mais pour nous, en premier, l'Allemagne, évidemment, en premier. L'Allemagne est le premier exportateur aux États-Unis. 23% de ses exportations sont fléchées vers les États-Unis. Il y a l'industrie automobile, on le sait, la chimie, la machine-outil. L'Italie aussi, beaucoup. La France, un peu moins, mais malgré tout. Si on fait des calculs, Guillaume Daré, si on maintient ces 30% de droits de douane, c'est plus de 1% enfin moins de 1%, un impact sur 1% sur la croissance allemande, peut-être 1,2 sur la croissance italienne. Un point de moins. Un point de moins, donc ça veut dire que c'est la récession. C'est considérable. C'est la récession. Quand on tourne à 0,5 ou 0,7, on est en récession. La France, notre ambition pour 2025, c'est 0,5% de croissance. Si jamais ça s'applique, c'est 0,6 à 0,7%, on est en récession. Je fais le lien avec ce qu'on vient de se dire. Ça veut dire que si au 1er août, il y a 30% de droits de douane imposés par Donald Trump, c'est plus 44 milliards d'euros d'économie qu'il faut trouver l'an prochain, c'est encore plus. Alors on est, attention, il faut lisser tout ça, mais ça aurait un impact considérable sur les finances françaises également. Ça aurait un impact, alors moindre évidemment, pour la France que l'Allemagne ou l'Italie qui seront vraiment les premiers impactés, mais bien sûr, donc c'est la raison pour laquelle il faut évidemment, je dirais, changer, comme je le disais tout à l'heure, de braquet, rentrer dans une phase de négociation politique. Alors, derrière, je l'ai redit aussi, l'impact aux États-Unis
sera aussi important parce que c'est une logique, on le sait, qui est inflationniste et qui va créer aussi la croissance américaine n'est pas glorieuse non plus. Donc voilà, il va falloir aussi tenir compte de tout ça. Mais voilà, c'est un discours politique qu'il faut avoir avec lui et au plus haut niveau et pas au niveau de techniciens de Bruxelles. Thierry Breton, Donald Trump a laissé 50 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. On y a tous vu un coup de pression, une menace sur le président russe. Est-ce que c'est véritablement le cas ou est-ce qu'au contraire, c'est une façon de laisser carte blanche au président russe et à Vladimir Poutine pour, si j'ose dire, malheureusement, excusez-moi les termes, terminer le travail en Ukraine? Vous venez de le dire, la lecture des décisions de Donald Trump n'est jamais quelque chose, un exercice très simple. Et il y a souvent, du reste, plusieurs grilles de lecture. Vous venez d'en énoncer deux, qui sont toutes les deux possibles, même si on a toujours du mal à identifier quel a été l'élément générateur. Vous avez le sentiment que c'est laquelle? Eh bien, en tout cas, sur les faits, 50 jours, c'est énorme. 50 jours, c'est l'été. On sait que Vladimir Poutine a besoin de l'été, parce qu'en été, évidemment, les sols sont durs. Il peut lancer, évidemment, ses divisions blindées à l'attaque, encore plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Mais voyez-vous, derrière tout ça, il y a quand même un message. Il y a un message qui, moi, me gêne beaucoup, qui est un message tragique. Donald Trump nous a dit qu'il voulait arrêter la guerre en 24 heures parce qu'elle était elle était terrible, cette guerre d'agression qui a été voulue, engagée par Vladimir Poutine, on le dira jamais assez. Mais elle est aussi, je dirais, à des conséquences humaines terribles. Songez que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, et ce sont les chiffres ukrainiens, chaque jour, c'est près de 1100 soldats, 1100 soldats russes qui sont mis hors de combat, en partie qui sont tués, d'autres qui deviennent invalides à vie, 1100 par jour. Ça veut donc dire quoi? Donald Trump, qui, à juste titre, s'émeut, à juste titre, alors que toutes les nuits, je ne parle pas des civils, bien sûr. Évidemment, les civils, toutes les nuits... Ça a bondi au premier semestre, les morts civiles en Ukraine. Toutes les nuits, évidemment, ils bombardent. Frappé ces derniers jours. Donc ce sont des centaines de victimes, de morts, par jour. Et alors, ça n'émeut pas, ça? Il redonne 50 jours? Pourquoi 50 jours? 50 jours, ça veut donc dire qu'il y a 50 000 victimes de plus, mais alors que lui voulait arrêter en 24 heures parce qu'il y avait trop de victimes. Donc on comprend pas ces 50 jours. Et vous avez raison de poser la question, parce que sans ça, si jamais son seul objectif, comme il le dit, puisqu'il, je crois avoir compris qu'il cherchait le prix Nobel de la paix, tout à fait, c'est d'arrêter la guerre parce qu'elle est beaucoup trop terrible en ce qui concerne les pertes et les dommages humains qu'elle provoque. Alors on ne comprend pas ces 50 jours. Donald Trump menace les partenaires de la Russie d'augmenter les droits de douane à hauteur de 100% au 1er août si jamais Vladimir Poutine ne met pas fin à la guerre en Ukraine. Ça vise l'Inde et la Chine en particulier. Qu'est-ce qu'il espère de ces pays? Pourquoi cette menace? Mais encore une fois, parce qu'il veut, je crois sincèrement, Donald Trump n'aime pas la guerre. Il veut arrêter la guerre. Mais encore une fois, le premier sur lequel il doit exercer des rapports de force, c'est Vladimir Poutine. Et on a tous vu que le moins qu'on puisse dire, c'est pas injure que de le dire, c'est qu'il a été plutôt complaisant jusqu'à présent avec Vladimir Poutine. Alors on sent qu'il est en train de changer. Eh bien je crois que pour l'intérêt de la planète, pour l'intérêt de notre sécurité collective, ce serait bien qu'il change un peu plus rapidement. Mais est-ce que la Chine et l'Inde peuvent avoir un rôle à jouer là-dedans, en mettant un coup de pression comme ça sur les droits de douane? Mais bien entendu que la Chine et l'Inde, surtout la Chine évidemment, jouent un rôle très important. On sait que la Chine est un soutien à la fois financier, parce que la Chine achète beaucoup d'hydrocarbures de la Russie à bas prix. On sait également que la Chine fournit les éléments essentiels, et notamment les composants essentiels à l'armement russe. Donc bien sûr que la Chine joue un rôle important, et on connaît le rôle ambigu que joue le président Xi Jinping dans ce conflit. Voilà, eh bien, il faut peut-être lui dire à lui aussi que désormais il faut qu'il fasse pression sur son amitié éternelle, Poutine. Ça fera bientôt 6 mois que Donald Trump justement a fait son retour dans le bureau ovale à la Maison Blanche. Avec le recul, au bout de 6 mois, vous en tirez quel bilan? Un seul, si vous permettez. Ce qui s'est passé depuis 6 mois nous fait prendre conscience, alors je dis un seul, un mot, avec des multiples répercussions bien entendu, c'est la perte de confiance. Tout notre monde d'après-guerre s'est reconstruit sur la confiance que nous avions dans les institutions internationales, dans le droit international, dans la solidité de notre alliance avec les États-Unis d'Amérique. Eh bien tout ça est tombé. Et aujourd'hui nous nous retrouvons
nous retrouvons seuls face à nos responsabilités, en particulier nous Européens. Et c'est la raison pour laquelle, et je le redis, il faut en tirer les conséquences maintenant. Nous sommes un grand continent de 450 millions de concitoyens, une fois et demie plus important que les États-Unis qui sont 330 millions. Alors prenons notre destin en main, ayons conscience de la force que nous représentons et avançons sans ambiguïté, sans nous poser des questions si ça va plaire aux uns et aux autres. On est désormais seuls face à notre destin.